Donc, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous testing du CMTL pour son édition 2021. Ces rendez-vous ont pour objectif le partage des retours d'expérience autour de deux thématiques qui sont complémentaires, qui est le test logiciel et l'ingénierie des exigences. Donc, il y aura des thématiques tout au long de cette année autour du test logiciel et ingénierie des exigences. Donc, tout d'abord, comme c'est la première fois, je me permets de vous présenter ce que c'est le CMTL pour ceux qui ne connaissent pas et sa mission. Donc, le CMTL, ça veut dire Comité marocain des tests logiciels. C'est une association à but non lucratif créée en 2014 et a pour objectif de promouvoir le métier du test logiciel au Maroc et au sein des acteurs et au sein des entreprises. Représenter l'association ISCQB, je pense que beaucoup de monde la connaissent. C'est une association internationale, ce qui veut dire International Software Testing Qualification Board au Maroc. Donc le CFTL et son représentant au Maroc. Et puis superviser et garantir la qualité des formations et les certifications délivrées dans ce métier. Ce webinaire de ce soir aura pour thème, donc le premier thème qui a été choisi parmi une liste qui va venir, à quoi sert et comment élaborer un bon plan test. Il sera animé donc par moi-même, Anas El-Bekali, président du CMTL, expert, je switch avec l'admission, désolé, expert testing et cofondateur de la société QC Conseil. Également avec moi, Annie Radid, qui est membre du CMTL, est un consultant méthode et processus de test. Et puis, il va nous accompagner Jean-Baptiste Crugnou en tant que modérateur de ce webinaire. Et il est également trésorier du CMTL. Et c'est lui qui va, à la fin de ce webinaire, récolter ou récupérer vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat et puis on répondra à la fin de ce webinaire. Donc, je passe tout de suite sans tarder donc, le plan de ce webinaire et puis je donnerai la main à Anir. Pour le plan, donc, on a prévu quelque chose de court, puis on adaptera au prochain webinaire, tout dépendra de comment ça se passe, etc. Donc là, c'est une première, c'est un test. Donc, on a choisi un format court donc de 30 minutes, donc 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Sur la présentation, on va aborder 5 sujets. D'abord, une définition de ce que c'est un processus de test, qui est la base de la planification des tests. Et puis, une définition, documentation du plan de test, sa démarche d'élaboration, le contenu et les bonnes pratiques associées au plan de test. Et puis, à la fin, Jean-Baptiste, il va nous poser des questions, enfin, vos questions. Donc, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat Zoom. Alors, pour le chat Zoom, vous devez le trouver dans la conversation, d'accord? Donc, selon le logiciel que vous avez. Donc, on essaiera d'y répondre à la fin de ce webinaire. Donc, on va commencer par la première partie qui est la définition de processus de test, la définition de documentation plan de test et puis voilà. Donc, je donne tout de suite la main à mon ami Anir Radid pour commencer ces premiers thèmes. À toi, Anir. Tu peux également te présenter rapidement si tu veux. Salam alaikum et bonjour à tous. Merci Sidi Anas pour cette belle présentation. Donc, je suis Anir Radid, je suis un consultant test logiciel. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter la première partie, donc le processus de test. Donc, l'idée déjà, c'est quoi un plan de test? Un plan de test, pour faire simple, c'est un document parmi les documents qui sont préconisés par l'ISTQB pour cadrer les tests. À quoi sert ce document? Qui doit le rédiger? Quand? Et qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? C'est ce qu'on va voir tous ensemble aujourd'hui. Un plan de test est un plan, c'est-à-dire en arabe khotta, un plan comme on dit en darija. C'est un document où on met tout ce qu'il faut pour commencer à tester sereinement. Pour savoir qui le rédige, quand et comment, on a besoin de comprendre quelques notions importantes. La première de ces notions, c'est le processus de test. Le processus de test, c'est un ensemble d'activités et de moyens pour qualifier un produit ou un système. Donc, c'est un processus de test, donc c'est une suite d'activités.
Ça, l'ISTQB le définit ainsi. Donc, on commence par la planification des tests, puis l'analyse, la conception, l'implémentation, l'exécution et la clôture des tests. Et puis, il y a une activité transversale qui s'appelle suivi et contrôle des tests. Selon votre rôle dans un projet de test, vous serez intéressé par un sous-ensemble de ces activités. Si vous êtes un concepteur-testeur, ce qui vous intéresse plus, c'est la suite d'activités entre analyse et clôture de test. Par contre, si vous êtes un gestionnaire de test, ce qu'on appelle test manager, chef de projet de test, gestionnaire de test, vous êtes plutôt intéressé par les deux étapes qui sont encadrées en rouge. Ça veut dire la planification des tests et le suivi et contrôle des tests. Donc, le plan de test, c'est quoi? C'est le résultat de cette activité qu'on appelle la planification de test. Et le suivi et contrôle de test, c'est le fait de faire exécuter et faire suivre ce plan de test tout au cours du processus de test. Donc c'est le plan de test, c'est l'affaire de qui finalement? C'est l'affaire d'un gestionnaire de test. Donc on peut passer au slide suivant. Juste s'il te plaît, Anir, tu as dit gestionnaire de test. Si tu peux expliquer brièvement ce que ça veut dire gestionnaire de test. Donc, gestionnaire de test, c'est celui qui va piloter les activités de test. Il peut piloter juste un projet de test, mais aussi il peut piloter une équipe de test. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il va voir les différents intervenants, voir c'est quoi le périmètre de test, donc appliquer une stratégie sur ce périmètre de test, dire qu'est-ce qu'on va tester, qu'est-ce qu'on ne va pas tester, estimer ces tests-là, construire un planning et faire affecter les tâches aux différents intervenants du projet et suivre le projet jusqu'à aider le décideur sur les décisions de mise en production, ce qu'on appelle go-no-go. Donc ça, c'est un chef de projet, mais qui est D'accord, ce qu'on appelle le test manager, le chef de projet de test, le responsable de test. Exactement. Parfois, on l'appelle QA manager. QA manager, assurance, mais ça, voilà, c'est des appellations pour des activités. C'est vrai que l'ISTQB l'appelle gestionnaire de test. Voilà, c'est la certification, elle s'appelle test manager, exactement. Oui, c'est vrai. Donc, la définition, donc la première notion importante pour comprendre un plan de test, on l'a défini. La deuxième, c'est comment un testeur ou un développeur d'ailleurs, voit un système, un produit logiciel. Donc, il y a deux façons de voir un système. Donc, on peut le voir avec une façon qu'on appelle boîte noire et une autre façon qu'on appelle boîte blanche. Qu'est-ce que ça veut dire boîte noire? C'est un type de modélisation d'un système. On dit que c'est une boîte noire. Donc, c'est quelque chose, c'est une entité. On lui donne des sorties et elle nous génère des sorties. On lui donne des entrées, elle nous génère des sorties. Et on n'est pas intéressé par ce qu'il y a dedans, la technologie qui lui permet de générer ces sorties-là. Si on veut tester une application comme cela, donc sans s'intéresser à la technologie, à la structure du code qu'il y a dedans, ça veut dire on a utilisé une technique boîte noire. Si, par contre, on veut faire des tests boîte blanche, et c'est très important de faire des tests boîte blanche, là, il faut pouvoir modéliser le système structurellement, donc en prenant en compte la technologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'architecture du système. Le système, lui-même, il est composé en sous-ensembles qu'on va appeler ici des composants. Peut-être aussi, on peut les appeler modules ou unités selon les organisations. Donc, chacun de ces composants interagit avec les autres composants pour recevoir les entrées, pour faire traitement des données entrantes et pour générer les sorties. Donc, pour tester un système en utilisant une technique boîte blanche, qu'est-ce qu'on fait? On commence par tester le composant. Quand le composant marche bien, on s'est assuré que le composant marche bien, là, on passe à la deuxième étape, c'est tester les interactions entre ce composant et les autres composants.
Quand les interactions entre les composants marchent bien, c'est ce qu'on appelle les tests d'intégration. Là, on passe à l'étape suivante. On teste tout le système en sachant la structure de système. Donc, ça, c'est le test du système boîte blanche. Quand tout ça marche, ben, on passe au niveau d'après. C'est le test du système, mais cette fois-ci, boîte noire. Donc là, qu'est-ce qu'on conclut de ces éléments-là? C'est que pour tester un système, il faut passer par plusieurs niveaux et pas se contenter d'un seul niveau. Donc, en passant à l'étape suivante, on va voir, merci c'est Anas, on va voir ce qu'on appelle le cycle en V. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent déjà ce que c'est. Même si c'est un modèle qui date de plus de 40 ans, il est toujours d'actualité. Il est toujours important pour comprendre comment fonctionnent les projets logiciels. Que ce soit il n'est pas prêt de disparaître, Amir. Non, il n'est pas prêt de disparaître. Tu as raison, exactement. Donc, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre comment se passe la conception, le développement et les tests d'un produit logiciel. Là, vous voyez, il faut voir ce cycle en V en deux parties. Il y a la partie conception et développement qu'on voit à gauche et la partie test qu'on voit à droite. Et ces deux parties-là, elles sont liées. Donc, les tests qu'on voit à droite, elles utilisent comme référence le document, le livrable qu'il y a à gauche. Donc, je vais vous donner juste une petite définition simplifiée de ce que c'est qu'un test. Un test, il y en a qui disent que c'est détecter des défauts, c'est avoir confiance en une application, faire ça, faire ci. Mais pour faire simple, un test, c'est quoi? C'est comparer entre un comportement attendu et un comportement réel constaté. Donc, qu'est-ce que ça apporte, cette définition-là? C'est le fait de comprendre que dans chacun des niveaux, on est toujours en train de tester. Mais qu'est-ce qui diffère? C'est le document de référence pour dire qu'un test, il est OK ou pas OK. Donc, c'est là, le document de référence pour un niveau de test, il est pour la partie besoin, c'est l'expression de besoin. Pour la partie spécification, c'est spécification fonctionnelle détaillée. Pour la conception, on appelle ça la base de test d'ailleurs, Anir. Exactement, c'est la base de test. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'un projet logiciel. Tout commence par quelqu'un qui a un métier, que ce soit l'automobile, l'industrie, l'informatique, l'assurance. Donc, il dit à un moment donné, moi, je fais un travail, ça serait bien de l'automatiser via une solution, un système informatique. Et là, il décrit ses besoins dans un document qu'on va appeler expression de besoin ou cahier des charges. Quand il a ça, il donne ça à quelqu'un qui, lui, il va essayer de comprendre, assimiler ces besoins-là et concevoir une solution fonctionnellement, de façon applicative. Ça veut dire qu'il va créer ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le système boîte noire. Il va dire, on va concevoir un système, quand on lui donne ces entrées-là, il va nous donner ces sorties-là. Il va donner ça à un architecte, donc quelqu'un de plutôt technique, qui va prendre cette conception-là, boîte noire, il va créer une architecture. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est des composants et puis des interactions entre composants. Et là, le développeur, il va concevoir chaque composant, il va développer ce composant-là. Le développeur lui-même, il va créer un cas de test ou les cas de test pour tester ses propres composants. Quand le composant, il marche, il va passer au niveau d'après. Donc là, on est sur la partie droite du cycle en V. Donc, on passe du test unitaire ou test composant au test d'intégration composant. Ça veut dire chaque deux composants ou tous les composants à un moment donné qu'on s'est stabilisé, donc interagissent bien. Quand tout ça, ça fonctionne, on passe au test système. Donc, vous voyez, là, on fait des tests par rapport à quoi? Par rapport aux spécifications qui sont à gauche. Excuse-moi, Anir, juste pour les personnes où le mot système, ça les perturbe. Le mot système utilisateur standard, ça veut dire application, hein, pour faire simple. Quand on dit test système, c'est-à-dire test de l'application. Mais je simplifie, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, tu sais, Anir, ils confondent système avec système d'exploitation. C'est pour ça. Oui, voilà. D'accord, très bien. Donc là, on fait les tests système, et puis quand ça marche, donc c'est fait par qui ça? C'est par des professionnels de test. C'est très recommandé qu'ils soient des gens qui ont du recul par rapport à la technologie et qu'ils ne soient pas les développeurs eux-mêmes qui ont développé. Donc ça, c'est nous, c'est les testeurs, les professionnels de test. Et puis l'étape d'après,
Ce qui change, on fait toujours des tests boîte noire, mais ce qui change, c'est le document de référence. Donc là, on ne s'intéresse plus aux spécifications fonctionnelles qui sont faites, mais au besoin lui-même. Donc on valide, on ne vérifie plus, on valide l'application finalement, on dit que ça fonctionne, oui, il n'y a pas de bug, mais est-ce qu'il répond à mon besoin initial que j'avais exprimé au départ? Donc là, c'est les notions importantes qu'on a décrites. Merci, Anas. Donc là, la documentation. Donc l'ISTQB préconise plusieurs documentations pour cadrer les tests. Le premier document, donc on voit ici la politique de test, la stratégie de test, le plan de test maître et des plans de test de niveau. Le premier document, c'est la politique de test. La politique de test, c'est quoi? C'est l'engagement du management, donc le directeur d'une organisation, pour un niveau de qualité. Il s'engage, il veut que son organisation atteigne un niveau de qualité. Donc, il fixe un cap, il fixe un objectif et donne les moyens pour atteindre cet objectif. La stratégie de test, elle donne les grands axes pour atteindre cet objectif-là. Et puis, la méthodologie qu'on va utiliser, comme dans Google Maps. Donc, Google Maps, on lui donne un objectif, donc une adresse à atteindre, et puis la stratégie de test, elle lui donne l'itinéraire pour atteindre, donc au niveau, pour atteindre cette adresse. Le plan de test, c'est quand Google Maps se dit tourne à droite, tourne à gauche, marche 200 mètres, ainsi de suite. Il faut dire exactement qu'est-ce qu'on va tester, comment on va appliquer cette stratégie de test dans le contexte du projet. On n'est plus dans le contexte d'une organisation. Dans une organisation, il y a eu plusieurs départements, plusieurs services, et chaque service, il a un ou plusieurs projets. Là, le plan de test maître, il précise pour ce projet-là comment on va appliquer la stratégie de l'organisation, qu'est-ce qu'on va tester, c'est quoi le périmètre, c'est quoi l'estimation, c'est quoi le planning, qui va faire quoi, avec quels moyens, avec quel environnement, avec quelles données, quels outils, ainsi de suite. Donc, on a vu tout à l'heure que pour tester une application, il peut y avoir plusieurs niveaux pour tester l'application. Là, c'est possible que le plan de test, il soit enrichi avec des plans de test de niveau. Donc, si un plan de test pour niveau système, un plan de test pour niveau performance, si on fait des tests de sécurité, on fait un plan de test de sécurité, un plan de test de robustesse, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très utile, on peut le voir. Est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante? Donc là, pour clôturer sur ce slide-là, un plan de test, c'est un document. On peut le rédiger sur Word, sur PowerPoint, mais en général, même moi, après plusieurs années d'expérience, c'est difficile de commencer un plan de test à partir de zéro. Donc, prendre Word, dire, voilà, créer un document à partir d'une feuille blanche, c'est périlleux. Ce que je conseille, c'est de prendre un modèle de plan de test qui a un plan, une structure, un sommaire, et puis de rédiger, de renseigner les différents paragraphes. Ça nous structure, ça nous aide à ne pas oublier une partie. Dans les slides suivantes, on va leur donner un plan. On va leur donner un plan. D'accord, très bien. Donc là, donc là, en bas, à droite, vous allez voir, vous avez un lien vers teammap.net, et là, vous aurez des modèles, des templates de plans de test. Il y a également I3O 829, hein, c'est là où il y a le template de tous les livrables testing. Hein. Exactement, exactement. Donc là, je vais quand même donner une trame rapidement sur ce que c'est qu'un plan de test. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Donc, on commence par définir un périmètre de test. Qu'est-ce qu'on doit tester? Qu'est-ce qu'on ne va pas tester? On va appliquer la stratégie de test sur la liste des exigences incluses dans le périmètre. On va classer ces exigences-là par groupe selon le niveau de risque, associer à chaque niveau de risque une profondeur de test adéquate. Ça veut dire plus l'exigence est critique, plus on la teste, et plus tôt aussi. On distribue le périmètre du test sur les différents niveaux et équipes pour ne pas tester deux fois la même chose, sauf si c'est prémédité, c'est voulu, et surtout ne pas oublier de tester une exigence. Il faut déterminer les environnements utilisés pour chaque niveau de test, déterminer les outils aussi pour chaque niveau de test, des outils de gestion des tests, des outils de gestion des défauts,
les outils d'automatisation ou d'autres choses comme les outils de capture, les outils de comparaison et simulation, et ainsi de suite. On peut estimer l'effort de test selon la stratégie qu'on a choisie, construire un planning, donc un planning, donc ça a le mérite de partager une vision commune entre les différents intervenants d'un projet, affecter les tâches, définir des indicateurs de résultats de test attendus de chaque testeur, et aussi définir les critères d'entrée et de sortie pour passer d'un niveau de test à un autre jusqu'à critères de sortie pour déployer en production. Et puis, il ne faut pas oublier tous les aspects organisation, communication, management. Donc, définir toutes les réunions dont on aura besoin, qui assistera et avec quelle fréquence. Donc, voilà. Donc, on a un peu donné les grandes lignes. Très, merci très bien. beaucoup. Je passe la main Merci Anir. Merci Anir. Ok, très bien. Alors, dans la suite, donc maintenant, on a vu un petit aperçu de la définition de ce que c'est un plan de test, ses objectifs. Maintenant, on va vous montrer comment le construire, d'accord, avec une méthodologie très simple. Donc, l'élaboration du plan de test. Son élaboration, il y a, on va dire, 4 phases. La première, c'est l'initialisation. L'initialisation, c'est un moment très important avant de foncer tout de suite à la rédaction. C'est d'abord étudier le contexte du projet. Donc, et partir à la chasse des informations, d'accord? Parce que les informations, vous ne les avez pas. C'est le gestionnaire de test, le test manager, qui va partir à la chasse des informations. Donc, c'est quoi les informations nécessaires? C'est tout ce qui est autour du contexte du projet. Donc, sur l'historique, s'il y a des versions avant, les objectifs du projet, quelles sont les différentes informations en termes de budget, en termes de volumétrie, quelles sont les parties prenantes très importantes. Vous pouvez même identifier d'autres parties prenantes qui sont oubliées. Ça, c'est l'étude de contexte du projet, un élément très important. Et puis, en tant que test manager, vous initialisez une réunion très importante. Ça se fait rarement, mais je le recommande vivement. Parce que c'est le plus important, c'est fédérer les gens autour de votre plan de test, d'accord, et votre stratégie. Si vous faites votre plan de test tout seul et mis au placard, c'est-à-dire un document et c'est tout, ça ne va pas fonctionner parce que l'objectif, c'est qu'il faut adhérer les personnes. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est organiser une réunion d'initialisation. Donc, ça, c'est vraiment un axe d'amélioration. Si vous ne le faites pas, faites-le. Bien sûr, vous venez avec une première template ou première initialisation, d'accord, un peu light. Après, on va échanger avec les parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes? On l'a vu tout à l'heure avec niveau test. Vous avez 4 équipes. Vous avez l'équipe développement. Ils sont intéressés par la partie test unitaire et test d'intégration, composants. Vous avez l'équipe de testeurs, donc votre équipe. Excusez-moi, je vais juste accepter les personnes. L'équipe de testeurs, donc pour la partie test d'intégration système et test système. Vous avez l'équipe métier pour les tests d'acceptation utilisateur, ce qu'on appelle dans le langage courant recette métier. Et puis, il ne faut pas oublier, vous avez également l'équipe production, l'équipe de maintenance. Et donc, eux, ils sont intéressés également pour la partie test d'acceptation opérationnelle, ce qu'on appelle dans le jargon recette pré-prod. Donc, vous avez 4 équipes. Donc, il faut les fédérer. Donc, les inviter dans cette réunion d'initialisation et partager votre orientation, pour l'instant macro, de l'approche de test que vous voulez mettre en place. L'approche de test, si vous retournez vers ISCQB, vous avez cette approche de test, approche par les risques, enfin analytique, approche méthodique, s'il y a une norme, approche consultative, approche réactive pour les tests exploratoires, etc. Donc, comment on va orienter les tests dans ce projet-là? Et c'est un moment important, parce que plus tard, ça va être difficile, d'aborder l'analyse de risque. Parce que tout le monde me dit, oui, OK, l'analyse de risque, j'envoie un mail aux maîtrises d'ouvrage ou bien maîtrise d'œuvre, ils ne répondent pas, etc. Profitez de cette réunion-là pour aborder le sujet d'analyse de risque. Et je parle d'analyse de risque produit essentiellement. Bien sûr, au risque projet, on peut également en parler, mais surtout le risque produit. Et donc, pour cela, vous allez vous baser sur les attributs qualité ISO 25010, un standard classique qui catégorise les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Et vous allez l'utiliser pour l'analyse de risque produit. Parce que l'analyse de risque produit, c'est les risques liés à l'objet de test, sa qualité et aux effets et conséquences sur l'utilisateur final. Donc, vous allez poser des questions, tout simplement. Y a-t-il un risque fonctionnel? Y a-t-il un risque performance? Y a-t-il un risque compatibilité, utilisabilité
sécurité, fiabilité, maintenabilité et portabilité. Voilà, j'ai cité les 8 attributs qualité. La réponse à cette question va vous donner les conditions de test ou les exigences non fonctionnelles surtout, donc en termes de risque. Ça, c'est un élément très important que vous allez noter tout de suite, parce que plus tard, vous ne l'aurez pas. Bien sûr, là, vous allez aborder toutes les demandes des parties prenantes. Est-ce qu'ils ont des besoins spécifiques en termes de ressources, en termes qu'on appelle ça, de paramétrage, en termes de jeux de données, etc. Une fois cette réunion initialisation a été terminée, vous partez avec ces informations-là et vous consolidez. D'accord? Consolidation. Donc, vous allez commencer réellement à rédiger, en tout cas à consolider votre plan de test. Bien sûr, vous vous appuyez toujours sur le support fonctionnel et technique de ces parties prenantes. Vous n'êtes pas le sachant. Vous n'êtes ni expert maîtrise d'œuvre, ni expert maîtrise d'ouvrage. D'accord? Donc, vous appuyez aussi également avec les analyses fonctionnelles, les analyses métiers, où le product owner, s'il existe, et bien sûr, le leader technique ou le chef de projet informatique, et également pour les contraintes d'exploitation, etc., vous vous basez sur les responsables production. Donc, vous réalisez ce document en faisant le tour de ces personnages-là. S'ils sont disponibles, c'est très bien. S'ils ne sont pas disponibles, réunion de consolidation. N'hésitez pas à les inviter à une consolidation, une réunion de travail de 1 heure ou 2 heures. Ils seront disponibles à ce moment-là pour vous et vous rédigez ce plan de test. Surtout, il ne faut pas le rédiger tout seul. D'accord? Il faut le rédiger avec eux. D'accord? Pour les faire adhérer dans votre stratégie. Puis après, il faut bien valider ce document. Donc, élément très important, parce que s'il n'est pas validé, il n'y a pas l'accord de ces quatre équipes. Donc, je répète, développement, équipe de test, équipe métier et équipe prod. Donc, le faire valider. Soit c'est une équipe qui est réactive, etc., on fait une validation par mail, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas le cas, les personnes ne répondent pas, réunion de validation, d'accord? N'hésitez pas à mettre en copie, par exemple, dans cette réunion de validation, le sponsor du projet. Lui serait intéressé que votre stratégie de test, en tout cas de votre plan de test, est validé par les parties prenantes, d'accord? Une fois que c'est validé, vous avez un document avec l'accord de tout le monde et tout le monde y a participé et tout le monde y a adhéré. Et ça, c'est un point très important. Ce n'est pas juste le test manager qui a fait le plan de test tout seul et le mettre au placard, ça ne marche pas, d'accord? Puis après, il reste la mise à jour, donc ça c'est classique. Ne mettez pas votre document au placard, il faut le mettre à jour parce que ce que vous avez planifié, jamais il sera pareil que pendant la réalisation de votre projet. Donc il y aura des aléas qui vont toucher le triangle d'or sur le coût, sur le délai, sur la qualité, sur le périmètre, sur les risques, etc. Donc vous allez mettre à jour votre plan de test avec des actions correctives par rapport à ces éléments qui vont changer pendant le projet pour qu'il soit de manière dynamique. Ça, c'est comment on élabore le plan de test de manière efficace, en faisant adhérer tout le monde. Concernant le contenu, Anir vous en a parlé déjà, vaguement, donc on va vous donner un petit peu un exemple, c'est pour ça que j'ai marqué exemple, un exemple de plan de test. Bien sûr, généralement, le contenu, il se ressemble, c'est les titres qui vont changer, mais à peu près le contenu est le même. Vous avez le contexte, donc le contexte où vous allez mettre les objectifs de test en fonction du projet, est-ce qu'il y a des contraintes de projet, etc., contraintes organisationnelles, budgétaires, financiers, métiers, etc. Le périmètre de test, ça va être un chapitre très important. Donc, tout ce que vous voyez en vert, vous pouvez utiliser ça comme plan de chapitre, d'accord? Et des sous-chapitres, les éléments que j'ai mis à droite. J'accepte juste une personne, voilà. Donc, le périmètre, c'est le périmètre de la solution. Dans le périmètre de la solution, il faut se baser sur 3 documents très importants, d'accord? Donc, bien sûr, mis à part les spécifications. Ça, c'est important, qui vous permet d'avoir les exigences, etc. Mais il y en a 3 autres documents qu'on oublie souvent. Le premier, c'est le processus métier. S'il existe, cherchez-le. S'il n'existe pas, vous pouvez très, très bien faire un atelier de travail avec maîtrise d'ouvrage pour modéliser. J'ai déjà fait des ateliers avec mes testeurs en faisant des calls, etc., avec les métiers, parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Et on a modélisé avec un outil open source comme Bizagi, par exemple, les processus d'achat, de vente pour un logiciel SAP, par exemple, ou autre. D'accord? Pourquoi le processus métier? C'est ça qui va vous permettre de définir les tests de bout en bout. Ça, c'est le premier. 2 autres architectures qui sont importantes, c'est l'architecture applicative et technique. Très important, comment vous allez superviser en tant que test manager les tests d'intégration si vous n'avez pas l'architecture. D'accord? Donc, récupérez les tests d'architecture, que ce soit applicatif et technique, qui vous permet de savoir votre périmètre, donc un ensemble de composants qui fait une application. Quelles sont les applications en amont, les applications en aval?
Et donc, et les différents flux. Là, c'est un flux JDBC, là, c'est SMTP, là, c'est un flux EDI, CFT, etc. D'accord? HTTP, etc. Donc, l'architecture applicative technique vous permet de définir les tests d'intégration système. D'accord? On en a parlé tout à l'heure. Donc, sans ça, vous ne pouvez pas l'imaginer vous-même. Vous allez me dire, oui, je suis dans un projet et le document d'architecture n'existe pas. Pareil, ça se fait, ça s'appelle une approche consultative. L'approche consultative, c'est quoi? Je fais un atelier. Je n'attends pas que les autres me le donnent, j'organise un atelier. Et j'ai, pareil, en retour d'expérience, j'ai déjà fait ça. Donc, j'ai invité les sachants de ce projet. On a fait 2 ateliers, tableau, on fait l'architecture, même macro, d'accord? C'est mieux que rien, même macro. Et après, je le modélise sur PowerPoint et je le mets sur la stratégie de test. D'accord? Ça me permet de savoir quels sont les tests d'intégration qu'on va faire. Puis, voilà, donc ça, c'était le plus par rapport au périmètre. Bien sûr, vous avez les specs. Dans les specs, vous allez les lire dans cette phase de lecture. D'ailleurs, ça s'appelle le test statique. Hein, donc, vous allez détecter les défauts dans les exigences. N'hésitez pas donc à faire ça. Donc, en tout cas, vous allez extraire les exigences. Ça va être votre périmètre de test. Et après, ça va être des exigences fonctionnelles, non fonctionnelles. Je pense que vous avez une idée là-dessus. Et de toute façon, on fera d'autres webinaires sur cette thématique plus technique, comment structurer les exigences, etc. En tout cas, vous avez votre exigence, c'est le périmètre de votre solution, de votre test. Et donc, vous n'allez pas tester ce périmètre pareil. Donc, très important, il faut lui appliquer l'analyse au risque produit. D'accord? Donc, un slide je après. m'excuse, Anas, je te coupe Oui. juste une seconde en tant que modérateur. Je me permets, juste pour t'alerter sur le fait qu'on a déjà pas mal dépassé le temps. Il faudra accélérer un petit peu. Oui, d'accord, très bien. OK, ça marche. En tout cas, voilà, donc l'analyse de risque, définir les techniques de test, les types de tests et les contrôles à réaliser par rapport au périmètre de test. L'autre chapitre, c'est l'organisation. Mettez les acteurs, le RACI, d'accord. Quels sont les différents types de modes de pilotage, c'est-à-dire les différents comités, suivi de tests, suivi des anomalies, suivi des évolutions. Le mode de livraison, est-ce que c'est livraison 2 fois par jour ou 1 fois par jour ou 2 fois par semaine, livraison à chaud, livraison à froid, les moyens de test, les outils, les environnements, les données de test, les critères de début et critères de fin, un élément primordial, donc à définir dès le plan de test pour bien se préparer avant la phase d'exécution. D'accord? J'ai besoin de données par exemple, je dois le préparer bien avant et pas la veille de la phase d'exécution. D'accord, pour ne pas prendre des retards. Donc, les critères de début, ce sont les critères minimums qui permettent de bien démarrer vos tests. Vous avez quels sont mes besoins en interface, par exemple, test d'intégration, quels sont les bouchons que j'ai besoin, par exemple, paramétrage, bien sûr, configuration, les habilitations. Donc, quand on est, par exemple, sur un test fonctionnel, on doit tester les profils et les rôles d'autorisation sur un système. Donc, il nous faut cette matrice, des habilitations. Les données de test, bien sûr, les traitements, les batchs, les conditions de recevabilité. Ça, c'est un élément important. On appelle souvent ça les conditions accord livraison. Donc, quelles sont les conditions minimum vous acceptez la livraison? D'accord? Ça évite les régressions et ça pousse un petit peu le réalisateur à, de plus en plus, vous donner une version de bonne qualité. Etc. Formation, ressources. Les critères de fin, ils se basent sur ces éléments-là, donc c'est le triangle d'or, donc couverture des exigences, taux d'exécution des tests, taux d'anomalie résiduelle, donc ce qui reste, taux de risque résiduel, le coût et le délai, et puis les charges de planning. Voilà, vous avez ici une trame qui vous permet de démarrer prochainement un plan de test, que ce soit, comme il y a à NIR, PowerPoint ou Word, ce n'est pas le modèle c'est la forme qui compte, c'est plutôt le contenu. Donc, vous pouvez l'adapter par rapport à votre contexte. J'avance. Donc ça, voilà, très brièvement, identification des risques. Enfin, comment on va identifier les risques? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le risque, la règle, même en dehors du testing, la règle du calcul de niveau de risque, c'est impact fois la probabilité. Comment on calcule le risque? Donc, l'impact, vous allez le demander aux maîtrises d'ouvrage. D'accord? Quel est l'impact business de cette fonctionnalité, par exemple, si elle ne fonctionne pas, donc en termes de coût, qualité, délai, image, de marque, etc., concurrence. Donc ça, c'est quelque chose que le maîtrise d'ouvrage ou le métier peuvent y répondre. La probabilité, ça vient plutôt de la complexité, de probabilité que l'anomalie va arriver. Donc ça, c'est côté métier, MOE, pardon, maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est le chef de projet informatique pour vous répondre. Et donc la combinaison entre l'impact et la probabilité vous donne le niveau de risque, ce qu'on appelle la criticité. Et donc après, vous allez
pouvoir piloter vos tests avec ces risques. C'est un élément très important. Au retour d'expérience, on gagne à peu près entre 20 et 30% quand on pilote les tests par les risques. C'est-à-dire qu'on ne va pas tester tout de la manière. Je vais créer beaucoup de variantes de cas de test si une fonctionnalité est de risque critique et peut-être faire juste un petit cas passant pour un risque faible. Donc, vous voyez, ça permet de mesurer la profondeur et le nombre de variantes de cas de test que tu vas faire. Et donc, ça te permet d'économiser en termes d'efforts de test sur la conception et prioriser les tests en phase d'exécution. Et là, je vous ai fait un petit rappel de ISO 27010. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le seul, en tout cas, celui qui est très utilisé dans notre domaine pour catégoriser les exigences fonctionnelles, non fonctionnelles. Donc, vous avez une fonctionnalité et 7 non fonctionnelles. Et automatiquement, c'est ce qui va typer les tests fonctionnels pour les exigences fonctionnelles et les tests non fonctionnels pour les exigences non fonctionnelles. Et également, on l'utilise pour les risques produits. Je termine alors avec les bonnes pratiques. Donc, pensez que votre plan de test, il est là pour améliorer la qualité de votre produit. Et donc, il faut challenger votre processus de test. Donc, essayez de piloter la production des tests à partir des exigences et des risques. Très important, d'accord. Les exigences sont le périmètre de vos systèmes et les risques, c'est ce qui va identifier le juste effort de test. Démarrer les activités en amont. N'oubliez pas la phase des revues. Les revues d'exigences pour détecter le défaut plus tôt, ça coûte moins cher. Et les revues de code pour la bonne qualité du code. Bien sûr, produire le référentiel tôt. N'attendez pas la veille pour construire les cas de test. Dès que vous avez terminé cette phase analyse, c'est-à-dire que vous avez lu les specs, automatiquement, de manière agile, je commence à construire les cas de test pour être prêt pour faire la phase d'implémentation tranquillement et commencer l'exécution à temps. Inciter le réalisateur à livrer un bon produit de meilleure qualité. Comment on l'incite? En mettant les conditions à coloraison, en respectant les moyens nécessaires pour démarrer les tests, les critères d'entrée. D'accord. Bien sûr, veiller au respect de la gestion de configuration, règles de nommage, que les documents ils sont versionnés, qui sont gérés par un outil de configuration, que ce soit documentaire ou logiciel. La traçabilité est très importante, ça facilite la bonne communication des éléments entre les équipes, la fluidité de l'information. Et puis, pour terminer, pensez toujours à l'amélioration continue. Par exemple, quand vous avez des incidents qui sont critiques, pensez à faire du RCA, donc de Root Cause Analysis. Ce n'est pas juste trouver l'anomalie, les développeurs ils vont le corriger. Pour les incidents critiques, faites du RCA, ça permet de prévention de défauts, prévenir un défaut, c'est-à-dire trouver l'origine de ce défaut, pourquoi il est intervenu. Est-ce que c'est un défaut qui est venu de mauvaise communication entre le maîtrise d'ouvrage et les métiers, est-ce que c'est un cas de test faux positif? Enfin, il peut y avoir des origines diverses. Il est intéressant de toujours faire de la prévention pour les prochaines versions. Et puis, bien sûr, capitaliser et réutiliser vos produits d'activité de test avec des outils de gestion de test comme Squash, ILM, Call Center ou autres qui permettent, ou Jira, qui permettent de capitaliser et de gagner, de rentrer dans cette phase d'amélioration continue. Voilà, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible, mais je pense que notre challenge de 20 minutes de présentation, il est un peu difficile. Peut-être on passera à 30 minutes, ça sera plus raisonnable. Voilà, sans tarder, je passe la main à vous, donc à Jean-Baptiste. Je ne sais pas si les personnes, ils ont posé des questions sur le chat de Zoom, et puis on va y répondre avec plaisir. Voilà. À toi, Jean-Baptiste. Merci Anas, merci Anir. C'était effectivement passionnant. Alors, l'enthousiasme, effectivement, a fait un petit peu déborder au niveau du timing, mais oui. C'est pas grave. C'était on va s'adapter, c'est une première, oui, tout à fait. Ouais. Et puis, on a effectivement quelques questions, donc je vais essayer de les partager avec vous, puis vous répondrez l'un ou l'autre. Alors, on a une première question. Alors, ça a déjà été un petit peu répondu dans le chat, il y a eu quelques échanges, mais je la pose quand même. Le plan de test, alors c'est une confirmation en fait, hein, le plan de test est rédigé par le test manager et pas par les testeurs. C'était une demande de confirmation. Oui, bien sûr, oui, absolument. Oui, c'est le test manager qui rédige le plan de test, absolument. Et c'est pas forcément, par contre, c'est pas forcément une personne, c'est un rôle, d'accord? Une personne peut très bien jouer
de rôle. Dans une petite équipe, je peux être une seule personne, je joue le rôle de testeur et test manager en même temps. D'accord? Donc, c'est le rôle de test manager qui le fait. Et après, ça peut être une seule personne qui joue plusieurs rôles. Très bien. Je pense que c'est clair. Alors, après, une deuxième question. Alors, peut-être Anir, avec sa casquette Oui, agile vas-y. aussi, pourra répondre. Alors, est-ce que le plan de test est rédigé une fois pour toutes? Donc, en précisant, le plan de test est lié au projet, ou il est rédigé fréquemment par fonctionnalité, par user story? Question sur la rédaction du plan de test. Donc voilà, vous avez raison. Donc le plan de test, c'est un document vivant. Donc au départ, on essaye de planifier les tests. On n'a pas toutes les informations, donc on essaye de donner un cadre, un planning et ainsi de suite. Mais il faut pouvoir s'adapter aux événements qui se produisent dans un projet. Et là, ces adaptations, on adapte le plan de test à un changement de périmètre, par exemple. Donc, ce n'est pas fait une fois pour toutes, c'est fait au départ, et puis il est modifié, il vit avec le projet. Donc, la première question aussi, donc, est-ce que le plan de test, il est fait par le test manager? Comme a dit Anas, oui, il est fait par le test manager. Mais pourquoi cette question-là a été posée? C'est parce que, malheureusement, en fait, il y a un problème de vocabulaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'ISTQB intervient. C'est pour donner un vocabulaire utilisable pour tout le monde, pour que tout le monde puisse se comprendre. Le plan de test, quand on part sur HPALM, il veut dire quelque chose dans l'exécution. Dans Jira, ça veut dire quelque chose. Quand chaque testeur conçoit des tests, ce résultat-là, on l'appelle plan de test dans certaines organisations. Donc, il y a de quoi se perdre dans tout ce vocabulaire. Donc, cette question-là, j'espère que j'ai apporté la réponse. J'ai vu que la Fatima Zahra, il a posé deux questions, le plan de test. Est-ce que c'est testeur ou manager? Le plan de test, est-ce que c'est une fois pour toutes? Je pense qu'on a répondu aux questions de la Fatima Zahra. Mais il y a la Nadia et Sinabil aussi qui ont posé des questions. On fait comment, c'est Jean-Baptiste? Je vais y venir, hein, donc je les lis un petit peu dans l'ordre où c'est venu dans le chat. Donc peut-être on va répondre aussi en même temps à plusieurs questions, hein, mais ce n'est pas grave, on verra au fur et à mesure. Donc la question suivante, effectivement, de Nadia, quel est donc le contenu d'une stratégie de test? Car le contenu de mes stratégies de test actuelles ressemble fortement à ce que vous avez présenté pour les plans de test. Alors c'est peut-être un peu la continuation de ce que tu disais, Anir, sur le vocabulaire. Exactement. Si je peux répondre à ça, comme j'ai dit, la différence entre stratégie de test et plan de test, déjà, c'est le niveau. La stratégie de test, c'est au niveau d'une organisation. C'est la même pour tous les projets d'une organisation. Donc, ça la méthodologie. Aller... C'est la méthodologie. C'est la méthodologie. Oui, exactement. C'est la que méthodologie. Tout le monde doit appliquer. Exactement. Donc, par exemple, à l'intérieur d'une stratégie de test, qu'est-ce qu'on va expliquer? Donc, on va parler pourquoi il faut tester le plus tôt possible, ce qu'on appelle le shift left. Pourquoi, qu'est-ce que c'est que l'analyse de risque et comment on fait une analyse de risque et classer les exigences. Quels sont les environnements que l'organisation met à disposition des projets et quelle est une bonne stratégie d'automatisation bien stable. Donc là, on l'explique, mais on ne dit pas que voilà, pour tester cette partie-là, il faut faire ça ou non. C'est le plan de test d'un projet où on va plus loin. Donc, je dis toujours, la stratégie de test, on explique. Le plan de test, on applique. OK. Merci, Anir. Alors après, je peux peut-être un complément, ou c'était peut-être un commentaire aussi un petit peu. Hein. D'après l'ISTQB, le plan de test est effectivement un document réalisé pour le projet. Mais dans la vraie vie, cette notion est un peu revisitée. Souvent, on parle de plan de test par fonctionnalité, user story. Alors, je ne sais pas si, justement, peut-être là, faut être clair entre plan de test en termes de stratégie et plan de test peut-être en termes de vu comme un ensemble de tests. Je ne sais pas si Anas veut faire un commentaire là-dessus.
Non, non, je reprends une petite définition très simple. La stratégie de test, c'est la méthodologie de test qu'une organisation doit appliquer dans ses projets. Voilà, c'est-à-dire que sur les directives, un cadre de référence en termes de testing, c'est-à-dire comment on va faire les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests système, etc. Comment on va faire, est-ce qu'il y a un workflow d'anomalie commun, quels sont les outils de gestion de test qu'on va utiliser, etc. C'est la méthodologie que tout le monde doit respecter. Et puis, vient le test manager pour son propre projet. Il doit appliquer ses stratégies de test au sein de son projet à travers le plan de test. Et là, avec les données réelles, le contexte, il va adapter par rapport à son contexte de son projet. Quand on va côté agile, on parle de également une stratégie de test mode agile pour toute l'organisation. Et puis, pour le plan test maître et plan test par niveau, on parle de plan test de release et plan test de sprint. Voilà. D'accord? Donc, comment j'applique ces stratégies de test dans le projet. Après, malheureusement, c'est les pratiques, quoi. Il y a un historique. Les gens ont tout de suite appelé le document par rapport à son contexte stratégie de test. Et c'est vachement répandu dans les entreprises et ça fait confusion des gens entre la notion de stratégie de test et plan de test. Donc, stratégie de test, c'est une méthodologie de test. C'est un cadre de référence que tu dois appliquer dans ton projet. Et son objectif, c'est que l'ensemble des projets dans une organisation essaye d'appliquer les mêmes pratiques. D'accord? Et homogénéiser les pratiques de testing au sein de l'organisation. Donc, c'est la méthodologie de test. J'espère répondre clairement. Je pense que c'est assez clair. Effectivement, ça répond aussi peut-être, enfin, ça répond, je pense, à la question de Soukaina. Quelle est la différence entre la stratégie de test et le plan de test? On vient de répondre. On vient de répondre. Alors là, je ne sais pas si on sort peut-être un tout petit peu. Enfin, c'est pas grave. Demande, est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement sur la criticité, gravité et la priorité des anomalies? Alors, ça, c'est peut-être carrément un autre webinaire, ça. Ouais, on peut lui donner une définition rapide. Tu veux Anir ou je la fais quand tu veux? Anir, je crois qu'il a coupé son micro. Donc, il y a la criticité, ce qu'on appelle parfois impact, et puis il y a la priorité. Donc, le testeur, donc on va imaginer un projet où il y a une équipe de test et puis il y a un chef de projet. Donc, l'équipe de test, chacun, il va tester, il va trouver une anomalie. Qu'est-ce qu'il peut mettre, lui? Il peut mettre la criticité de l'anomalie. Soit elle est bloquante, donc elle ne permet pas d'aller plus loin, soit elle est majeure, donc elle est sévère, sauf qu'elle permet d'aller plus loin. Il y a des alternatives. Soit elle est mineure. Donc elle est mineure, voilà, ce n'est pas vraiment un problème, c'est un problème… On appelle ça gravité ou sévérité. Exactement. Donc au-delà de ça, il y a des réunions qui se font par le comité de pilotage. Elle parcourt toutes les anomalies. Elle donne la priorité pour la correction des anomalies. Et là, juste la criticité ou la sévérité ou la gravité, ce n'est pas suffisant. Là, par exemple, il peut y avoir une anomalie qui n'est pas bloquante, donc elle est juste majeure, mais on la priorise sur une bloquante parce qu'elle impacte plusieurs exigences. Et ça, c'est une décision à prendre collégialement. Donc, c'est pour ça qu'on met aussi, on associe ce champ-là qui est priorité pour compléter l'information qui est donnée par la sévérité ou la gravité. Donc, en résumé, gravité, sévérité, c'est par rapport à l'impact. La priorité, c'est par rapport à sa correction côté maîtrise d'œuvre. Très bien, je crois que c'est clair aussi. Donc, on vous remercie pour la présentation. Asia, qu'on connaît un peu, je pense. Alors, Sarah. Oui, un petit coucou à Asia, oui, je la connais. Une question de Sarah. À quel moment il faut initialiser le plan de test, en phase de cadrage ou après spécification fonctionnelle détaillée validée? Tu peux nous guider, hein, tu peux dire à qui. Tu veux que je donne la parole? À Anas, ouais. Je pense que tu peux répondre. Ok, ça marche. Ouais. Alors, surtout pas une fois que les spécifications fonctionnelles ils sont validées. Pourquoi? Parce que si c'est validé, ça y est, il n'y a plus de revue, on est passé à la phase de conception, validation, c'est un peu tard. C'est avant. D'ailleurs, la phase d'analyse qui vient après la planification, elle-même déjà, on dit qu'il faut la faire dès le premier draft des spécifications.
D'accord? Parce que si le document il est déjà validé, ça ne sert à rien de faire la phase d'analyse, c'est-à-dire détecter les défauts dans les specs, etc. D'accord? Le test statique. Donc, déjà, l'analyse, elle est, dès qu'il y a le premier draft de spec, on commence l'analyse. Alors, bien sûr, la planification, il est avant la phase d'analyse. Donc, la phase de planification démarre au début du projet. D'accord? Au même niveau que quand le chef de projet fait le plan de projet, donc la réunion d'élite du projet, vous, tout de suite après, vous faites votre réunion, comme je disais tout à l'heure, votre réunion d'initialisation des tests. D'accord? Voilà. Parfait. Bon, je vais vite là, parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, les réponses sont courtes, c'est parfait. Alors, Nicolas qui demande, doit-on faire un plan de test pour chaque nouvelle version de l'application? Anir, ton avis là-dessus? Peut-être. Alors, il y a un petit peu de bruit chez Anir. Je sais pas si non, ce n'est pas chez moi. C'est pas chez moi, désolé. Ah, pardon. Alors, mais voilà. Donc là, oui, le plan de test, il dépend du périmètre. S'il y a un nouveau périmètre, donc il faut adapter le plan de test. Vous n'êtes pas obligé de faire un autre plan de test, mais au moins de prendre en compte la modification de périmètre pour pouvoir faire un planning correspondant. Donc, oui. Monsieur Marwan, c'est Monsieur Marwan, je crois. Si vous pouvez couper Anas, votre micro. peut-être tu peux couper son micro, je pense. Oui, en tant qu'animateur, tu peux couper. Ah, d'accord, ça marche. Je vais le faire. Je vais chercher. Alors, donc, ok, bon, je suis désolé. Alors, je ne sais pas si Anir, tu avais fini avec ta réponse. Oui. Alors, Jean-Baptiste, n'entends plus. Je n'ai pas coupé son son, j'espère. Je crois que si, tu as coupé mon micro. Donc, effectivement, je ne m'en suis pas aperçu. Ce n'est pas grave. D'accord. Donc, je ne sais plus où je me suis arrêté. Donc, je disais qu'il y a Fadia qui pose une question. Donc, peut-être tu peux répondre, Anas. C'est quoi la différence entre testeur QA et MOA? Maîtrise d'ouvrage, on va commencer par maîtrise d'ouvrage. Maîtrise d'ouvrage, c'est le représentant des métiers au sein de la DSI, la direction système d'information. D'accord. Ça peut être une direction à part, ça peut être des fois à l'intérieur d'une DSI. Donc, les personnages autour de maîtrise d'ouvrage, maintenant on a le product owner par exemple, côté agile, ou ce qu'on appelle analyste métier. Ça peut être un analyste fonctionnel, surtout analyste métier ou business analyst. Donc voilà, donc maîtrise d'ouvrage, c'est ceux qui vont écrire les spécifications fonctionnelles générales, les cahiers des charges, c'est-à-dire la solution métier. Hein, il n'y a pas encore logiciel, solution métier. D'accord, ils vont faire des ateliers avec les métiers, récoltent des besoins, et ils vont les formaliser dans un cahier des charges ou bien dans une spécification fonctionnelle générale. Et après, ils vont le donner à la maîtrise d'œuvre. Le testeur, c'est celui qui est l'intermédiaire, on va dire, entre la maîtrise d'œuvre et cette maîtrise d'ouvrage qui est représentant des métiers. Donc, nous, les testeurs, c'est pour vérifier ce qui a été produit, est-ce que ça correspond à ce qui est spécifié. D'accord? La QA, c'est un terme déjà en anglais, donc assurance qualité. Souvent, si je prends juste le mot assurance qualité, je donne une définition simple, égale la satisfaction des exigences et la réduction du risque de dysfonctionnement, etc. C'est ça l'assurance qualité. La satisfaction des exigences, est-ce que les exigences sont satisfaites, et la réduction du risque de dysfonctionnement, d'accord, ou du dommage sur les personnes. Et comment satisfaire les exigences et réduire le risque? Par les tests. Donc, en fait, le test est un moyen d'assurance qualité. Et par ce chemin, on nous appelle les QA. D'accord? En fait, le testeur, c'est un moyen de QA. OK? Mais la QA, c'est satisfaction des exigences et réduction des risques. Et le test est un moyen pour satisfaire ces exigences. D'accord? Hein, vous avez un plat, si vous voulez savoir est-ce qu'il correspond à vos exigences. Hein, tous on a des exigences pour manger un plat. On le teste, d'accord? On va le tester. Donc, voilà un petit peu le lien entre testeur et QA.
S'il vous plaît, monsieur Anas, Oui. le MOA, c'est pas le AMOA? Alors, vous avez maîtrise d'ouvrage, vous avez assistant maîtrise d'ouvrage, AMOA. C'est ça que vous voulez savoir? Vous voulez savoir la différence entre Oui, MOA et exactement. AMOA? Ah oui, D'accord. exactement. Ça, c'est l'organisation. Je peux très bien vous faire un slide d'autres prochains webinaires sur l'organisation des systèmes d'information. Donc, ça, c'est l'organisation. En fait, vous faites un cercle et vous faites beaucoup de petits cercles autour du grand cercle. Les petits cercles, ça va être les directions de métier. Votre grand cercle, c'est votre système d'information. D'accord? Ces petits cercles autour, les directions de métier, soit ils ont un représentant au sein de système d'information, ça va être la maîtrise d'ouvrage, soit les directions métiers, ils n'ont pas de représentant. Qu'est-ce qu'on fait? La maîtrise d'œuvre leur donne un représentant. On appelle ça l'assistant maîtrise d'ouvrage, AMOA. D'accord? C'est juste le type d'organisation. Mais ils font le même métier. Hein, ils représentent les métiers. D'accord? Ils écrivent les spécifications fonctionnelles générales, cahier des charges. Okay? Donc, c'est juste l'organisation. C'est-à-dire, par exemple, une banque, vous allez trouver une direction au risque, elle a un MOA. Mais direction finance, ils n'ont pas de MOA. Qu'est-ce qu'on fait? Les maîtrises d'œuvre, hein, les équipes IT, ils vont proposer des personnes. D'accord? Ça va être ces personnes, on les appelle des assistants maîtrise d'ouvrage. D'accord? Ces assistants maîtrise d'ouvrage peuvent directement avec les métiers ou carrément la maîtrise d'ouvrage. Elle n'a pas la capacité de faire tous ces ateliers, expression de besoin, cahier des charges, etc. Demande de l'aide de la maîtrise d'œuvre. Donc, ces personnages-là, ça s'appelle assistant maîtrise d'ouvrage. Mais ils font le même métier. D'accord? Merci. De rien, Fadia. Je t'en prie. Jean-Baptiste? J'ai mon micro qui était encore coupé, pardon. Donc, je disais oui, merci. Je vais essayer de faire vite sur les dernières questions parce qu'on a pas mal débordé. Donc, Karim demande, dans la méthodologie agile, un plan de test sera créé une fois tout au long du projet ou préparé pour chaque sprint. Je crois que tu as répondu rapidement à la question en parlant de plan de test de release et plan de test par sprint. De sprint. Donc, on peut avoir effectivement des plans de test pour chaque sprint. Exactement. Alors, Fatim Zahra demande, donc la stratégie de test, c'est plutôt le quoi, le plan de test, c'est plutôt le comment. C'est peut-être pas exactement ça, mais… C'est pas tout à fait ça, ouais. Le quoi et le comment, c'est une terminologie qu'on applique dans le projet. On dit le quoi, ce sont les exigences. Le comment, ce sont les tests. Ça, par contre, oui. Hein, le quoi, c'est le périmètre de test. Le quoi, c'est ce qu'on va tester. Ce sont les exigences. Le comment, c'est les cas de test. On applique ces terminologies quoi, comment dans ce contexte-là. Mais non, encore une fois, stratégie de test, c'est la méthodologie, c'est un cadre de référence que l'ensemble du projet doivent l'appliquer, l'adapter par rapport à leur contexte. Le plan de test, c'est l'application de cette stratégie dans leur propre projet. Ok, merci. Et puis, Mahmoud qui dit, dans un contexte agile où les user stories n'ont pas été rédigées, le choix de se baser sur une stratégie sur les risques plus test exploratoire est-il judicieux? C'est un cas un peu particulier. Je ne sais pas si Anir veut commenter ça. Donc, dans un contexte agile où les user stories n'ont pas été rédigées, dans un contexte agile. Donc, le choix de se baser sur une stratégie basée sur les risques plus test exploratoire est-il judicieux, sachant que la seule personne ayant une connaissance du métier est l'OPO. Il faut absolument commencer. Donc, plus de 55% des anomalies, elles ne viennent pas des erreurs de code, elles viennent des erreurs de spécification. Donc, les exigences, l'expression de besoin et les exigences. Donc, si déjà, dans un projet, agile ou pas, le PO, il ne rédige pas de user story, donc vous avez déjà un grand problème. Donc, en tant ça, c'est sûr, ouais. C'est clair. Voilà. C'est le périmètre du test, c'est les exigences. Ouais. Exactement. C'est votre base de test. Pour que votre test ait un résultat, ça veut dire OK au KO, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, faire une comparaison entre un comportement attendu et un comportement constaté. Le comportement constaté, c'est facile. Vous jouez, vous manipulez l'application et vous avez le comportement réel constaté. Mais le comparer avec quoi? C'est des spécifications, des user stories, des cas d'utilisation et ainsi de suite. Donc, dans un contexte agile, il faut des critères. Une user story, c'est quoi? C'est un titre, c'est une description et des critères d'acceptation.
il faut que le product owner crée des user stories où il y a ces éléments-là. Et pas juste d'écrire avec des mots. C'est quoi les scénarios, c'est quoi les tests pour décider que cette user story, elle est validée ou pas. Donc là, qu'on s'est fait, c'est la moitié de l'effort du testeur, c'est d'évangéliser, de sensibiliser son équipe à la qualité. Et la première qualité, c'est la qualité des exigences. Comme disent les anglophones, garbage in, garbage out. Donc, il faut déjà faire du bon boulot au début pour avoir des bons résultats. Donc là, vous êtes dans un contexte agile. Vous avez réglé déjà le plus grand problème qui est celui des exigences. Là, vous pouvez faire un plan de test qui est basé sur une stratégie de test. Si l'organisation ne propose pas déjà une stratégie de test, vous pouvez, dans votre plan de test, faire votre propre stratégie de test. Donc, dans la vraie vie, ce n'est pas toutes les organisations qui ont une politique de test et une stratégie de test. Donc, il faut se débrouiller en tant que testeur. Qu'est-ce qu'on fait? Dans un contexte agile, on peut faire une analyse de risque, donc une analyse de risque qualité, on appelle aussi une analyse de risque produit, et de faire, c'est bon. Donc, je vois déjà une ébauche de solutions dans ce que c'est Mahmoud a mis. Donc, des tests exploratoires. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, quand on dit contexte agile, ça veut dire une excellence technique. Agile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Il faut une excellence technique chez les développeurs. Si on peut améliorer le processus de développement vers du Behavior Driven Development, le BDD, ça serait bien. Si ce n'est pas le cas, il faut automatiser les tests. Automatiser les tests, ça veut dire se baser sur les critères d'acceptation que j'ai cités tout à l'heure pour développer des tests automatisés. Et tout ce qui n'est pas automatisé, oui, on fait des tests exploratoires pour compléter. On ne peut pas tout automatiser, mais les tests exploratoires combinés avec des tests automatisés, ça donne de bons résultats. Alors, je l'ai appliqué dans des projets, ça donne des bons résultats. Ce qui fait qu'on est un peu, on se détache de tous les tests scénarisés qu'on doit concevoir, on doit leur donner des données et exécuter selon les scénarios qu'on a prévus, et ainsi de suite. Donc, si on a des tests automatisés, on peut compléter avec des tests exploratoires, on aura un bon niveau de qualité. Si vous voulez plus de détails, il y a un webinaire qui va venir sur les tests dans un contexte agile. Tout à fait. J'en profite, Anir, pour dire aux participants que nous allons bien sûr revenir à peu près un webinaire par mois. Donc, on va adapter le format parce que là, je vois que notre challenge de 30 minutes est un peu juste. Peut-être essayer de faire 45 minutes. En tout cas, on va essayer de faire un webinaire par mois avec des thématiques tout au long de cette année qui va couvrir l'ensemble des thématiques autour du test et qualité logicielle. Voilà, donc je vais essayer de conclure. J'espère que ce webinaire vous a apporté des éléments supplémentaires par rapport à ce que vous connaissez. En tout cas, on a essayé de faire un retour d'expérience concret là-dessus, sur un modèle court. Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres thématiques. Ce webinaire, il est enregistré, sera diffusé dans les jours qui viennent sur YouTube. Donc, vous pouvez le revisionner. Parce que j'ai vu des personnes qui souhaitent avoir les slides, donc vous pouvez les revisionner. Je tiens à remercier Annie Radi d'avoir partagé ce webinaire avec moi, Jean-Baptiste Couignot d'être notre modérateur et scruter les messages. Donc, merci à vous deux. Et merci à tous les participants. C'était un plaisir de partager ce premier webinaire. Et je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour une nouvelle thématique. Merci à tous. Jean-Baptiste. Merci à tous. Anir. À très bientôt. Il y a une dernière question qu'on n'a pas pu répondre, mais on y répondra peut-être une prochaine fois. Et voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci. À bientôt. Au revoir. Portez-vous bien. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Assalama.